Bonjour, je suis Luc Boinard, donc je vais me présenter rapidement. Je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 22 ans, j'ai 50 ans. Je suis ce qu'on appelle un Everest Summiter, c'est-à-dire quelqu'un qui a conquis le toit du monde. J'ai créé une entreprise donc, de travaux sur corde, ce qu'on appelle des travaux acrobatiques. On descend en rappel sur les bâtiments, donc on est considéré comme des alpinistes du bâtiment ou des alpinistes industriels. Et cette entreprise où on était 2 en 92, aujourd'hui on est 120. On est l'une des plus grosses entreprises en France de travaux sur corde et on a des agences partout sur le territoire national, à Nantes, à Paris, Le Havre et Chambéry. Comment j'ai découvert l'alpinisme? Écoutez, j'en ai absolument aucune idée. Je présuppose que c'était grâce à mes parents qui m'emmenaient en vacances à la montagne. J'ai pas connu la plage en fait, comme vacances d'été, j'ai connu que l'environnement montagne et donc rapidement il semblerait que je grimpais un peu partout sur les rochers. Et puis à 14-15 ans, j'ai exigé d'aller faire un stage découverte d'alpinisme à l'UCPA. Et ça a été ensuite une constante chez moi, donc deuxième stage d'alpinisme, ensuite pratique de l'escalade à haut niveau, enclenchement vers le brevet d'état d'escalade et ensuite vers le diplôme de guide haute montagne et puis l'arrêt de ce cursus pour aller vers les travaux sur corde. Alors aller faire l'Everest, c'est souvent un rêve de gosse chez les alpinistes, ou un rêve de gosse ou un rêve d'aller faire au moins un sommet de 8000 dans une carrière d'alpiniste, d'aller goûter de la très haute altitude parce que ici le Mont Blanc c'est 4807 mètres, c'est déjà très très haut, mais on sait tous que au-delà de 6500, 7500, on entre dans un autre climat, une autre dimension spatio-temporelle, une autre façon de voir la haute montagne. Et donc j'avais envie d'aller faire au moins un 8000 et puis je me suis dit quitte à tenter un 8000 autant tenter directement l'Everest et donc ce projet que je portais avec mon guide de haute montagne et qui je partais en montagne entre 2001 et 2007 s'est transformé. Au bout d'un moment je me suis dit non, j'irai faire l'Everest et j'irai le faire pour mes 40 ans. Faire une première mondiale, puisque c'était ça, française en tout cas, de dépollution de l'Everest, c'était intéressant, c'était challengeant et c'était surtout donner du sens à un projet.
parce qu'aller faire l'Everest pour faire l'Everest, on peut payer très cher une expédition et on va faire l'Everest. Mais je considère qu'il faut enfin moi c'est ma philosophie en tout cas, il faut donner du sens à ces projets. Et donc en cumulant à la fois des opérations de protection, de nettoyage de l'environnement et de l'humanitaire en passant avant d'aller faire une ascension, je trouve que c'est donner du sens justement à ces projets d'ascension. Et donc il y a eu l'Everest en 2010 et je me suis dit il y a quand même un certain nombre d'autres sommets qui sont accessibles par le côté népalais, qui sont probablement aussi pollués. Donc en 2020, je devais partir sur le même principe que l'Everest en 2010, sur le Makalu, qui est le 5e plus haut sommet de la planète, qui culmine à 8465 mètres d'altitude, qui est très très dur techniquement par rapport à l'Everest, attention, c'est pas du tout le même sommet, qui est dans une vallée très éloignée, mais dont on sait qu'il y a de la pollution quand même. Donc l'idée c'est à chaque fois sur ces sommets népalais, c'est d'organiser une opération de dépollution et éventuellement de tenter le sommet en fonction de sa dangerosité, de ma condition physique, des moyens que j'aurai sur place, etc., etc. Et donc je me suis assigné comme ça de continuer ce projet que j'avais démarré en 2010 à partir de 2020 jusqu'à 2032 si je suis encore assez en forme. Alors la majeure partie de la pollution qu'on retrouve sur l'Everest, savoir que l'Everest c'est quand même la plus haute décharge du monde, ça mérite bien son surnom, c'est une vérité, c'est pas un faire-valoir. On retrouve essentiellement des boîtes de conserve et tout un tas de déchets techniques, je dirais des tentes, des duvets, des matelas, des chaussures, du plastique, des bidons, voilà, la majeure partie des déchets c'est ça. Question de poids, question de place, question de temps, question de fainéantise, question aussi de moyens financiers en disant de toute façon on s'en fout, on a payé, voilà. Et globalement il faut bien comprendre que l'Everest c'est avant tout un sommet hyper commercialisé, hyper merchandisé. Et donc l'objectif c'est de monter du matériel et des clients là-haut et de redescendre, remonter, redescendre et ça depuis les années 1920-1930. Donc il faut bien comprendre que cette pollution ne date pas d'hier mais date d'il y a très très longtemps. Donc on trouve des déchets très anciens, des déchets très contemporains. Jusque dans les années 2000, la préoccupation environnementale, que ce soit en mer ou en montagne, elle était assez peu présente dans les expéditions, quelles qu'elles soient, que ce soit des grands voyages en terre australe en bateau ou en montagne dans les Alpes ou en Himalaya, la préoccupation de l'environnement n'était pas la priorité. Et même pire que ça, dans les années 1920 jusqu'à 1960-70, on considérait que, même si on montait beaucoup de matériel, des tonnes et des tonnes de matériel, on considérait que la montagne allait faire ce qu'on appelle son natural cleaning, nettoyer elle-même ses déchets. Sauf que là où il fait très très froid, et ça donne un état de conservation qui est absolument incroyable. Et jusque dans les années 2000, il n'y a eu aucune conscience environnementale. C'est Ken Noguchi, un japonais, qui est monté là-haut et qui a dit le premier en 98 de mémoire, que c'était plus possible au camp 4 à 8000 mètres d'altitude, c'était jonché de bouteilles d'oxygène. Donc lui il a commencé par descendre des tonnes et des tonnes de bouteilles d'oxygène. Et donc derrière il y en a d'autres comme moi qui ont suivi sur d'autres typologies de déchets. Et donc on a pléthore de gens qui essaient de monter là-haut, qui sont pas du tout alpinistes et qui n'ont rien à foutre de la montagne, c'est pas du tout leur environnement, ils veulent simplement grimper en haut de l'Everest pour pouvoir dire moi j'ai fait l'Everest. Donc ils payent très cher des expéditions et qui sont assez peu regardantes sur les modalités qu'elles utilisent et qui se libèrent du matériel assez vite sur les glaciers, quoi. Et après il y a ce qu'on appelle les déchets organiques, et là il y a deux types de déchets organiques, il y a les excréments des êtres humains, donc on a quand même beaucoup d'êtres humains à faire leurs besoins partout dans la montagne, donc ça ressort, et puis il y a les autres déchets organiques qui sont tous les cadavres qui sont restés là-haut en passant et qui n'ont pas été redescendus. Bon, j'en ai aperçu quelques-uns, c'était pas mon objectif de les redescendre, donc je les ai laissés bien évidemment là-haut, ils sont très très bien conservés, ils peuvent encore rester encore quelques vingtaines d'années sans aucun problème. Le plus atypique des déchets que j'ai pu récupérer, si on tentait qu'on peut considérer que ce soit un déchet, en tout cas ce sont des reliques. On a trouvé à proximité du camp 2, donc à 6400 mètres d'altitude, des pitons et des mousquetons en acier et en fer forgé, donc qui datent très probablement des débuts de la conquête de l'Everest, 1920-1930. Et ceux-là, je les ai ramenés en France parce qu'ils ont peut-être appartenu à Mallory ou à Irving, on ne sait pas. En tout cas, ça c'est des morceaux d'histoire de la conquête de l'Himalaya qu'on peut retrouver aussi sur les pentes de l'Everest. Les conséquences, on peut le mesurer. D'abord, c'est une pollution visuelle, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse, alors qu'on s'attend à être dans un environnement de neige éternelle. Quand on parle de neige éternelle, on parle de quelque chose de sublime. Et là, on parle de décharge. Donc il faut bien comprendre que c'est une vraie décharge, une vraie poubelle, quoi. Alors quand il a neigé, que c'est recouvert, on ne voit pas. Et dès que le soleil tape un peu,
ça ressort. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est vrai que certains déchets très anciens ont tendance à remonter. Et en fait, plus ça va, plus on découvre des déchets. Donc sur l'Everest. Donc il y a cette notion de pollution visuelle. Et puis par rebondissement, on parlait tout à l'heure des déchets organiques, et donc des excréments des êtres humains. Au camp de base, comme il y a beaucoup de monde pendant un laps de temps assez important, pendant plus de 2 mois au printemps et parfois à l'automne, depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qu'il n'y avait pas de toilettes, etc., etc. Donc il y avait un risque de pollution de la nappe phréatique de la plus haute source d'eau potable de la vallée du Khumbu, par infiltration des excréments et des déchets organiques humains qui allaient polluer cette nappe phréatique. Donc depuis un certain temps, et au moins en 2010 déjà, depuis 2010, il y a une obligation d'avoir des toilettes et on paye le retraitement de ces excréments à peu près 1 € le kilo. Donc il y a eu des progrès de fait, mais il y avait un vrai risque de pollution par les déchets organiques des êtres humains d'une nappe phréatique. Alors, d'abord, il faut montrer, parce que c'est en montrant que les gens prennent conscience. Parce que quand je montrais mon film au retour de l'Everest, les gens ne s'attendaient pas du tout à voir un film sur une décharge. Ils s'attendaient à voir un film de haute montagne, mais ils ne s'attendaient pas du tout à voir un film sur la pollution de l'Everest. Et donc, c'est des images qu'il faut choquer les gens. Moi, je pense que Paris Match avait un slogan assez extraordinaire: le choc des mots, le poids des photos, le poids des mots, le choc des photos, peu importe, je ne sais plus. En tout cas, je pense que choquer les gens pour qu'ils prennent conscience, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'il faudrait maintenant passer en phase coercitive, c'est-à-dire il faut maintenant mettre des amendes aux gens qui polluent. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors c'est compliqué dans des pays comme le Népal parce que il y a eu des idées comme ça, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Et il faut travailler sur plusieurs axes. Il faut travailler sur les Occidentaux qui payent très cher leurs expéditions et leur demander de surpayer pour avoir un bonus écologique. En contrepartie de quoi il faudrait pouvoir contrôler ou avoir des gens qui soient spécialisés dans le nettoyage et qui soient rémunérés par ces expéditions-là pour nettoyer les versants de l'Everest. Ça peut être une solution. 2, il faut sensibiliser le peuple népalais, les Sherpas, parce que c'est aussi eux qui jettent, parce que la conscience environnementale, eux, il faut savoir quand même que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Donc la conscience environnementale, ils n'ont pas forcément. Leur premier objectif dans la vie des Népalais, c'est de manger et de gagner de l'argent. Donc nous, la préoccupation environnementale, c'est un peu un truc de riche quand même, faut pas rêver. Donc il faut aussi éduquer les populations locales, et ce qu'on a fait en 2010, je pense que les Sherpas qui ont bossé pour moi à la dépollution d'Everest, aujourd'hui ils ont un autre regard sur la montagne. Et après, je pense qu'il faut aussi éduquer les sponsors des grosses expéditions pour qu'ils obligent les gens qui sponsorisent à avoir une action environnementale ou à parler des déchets qu'ils ont rencontrés sur leurs expéditions. Et ça, c'est valable pour la mer comme pour la montagne, je pense. Mais que les gens aient envie d'aller faire l'Everest, ça me paraît légitime. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat là-dessus. Et simplement, il faut juste que chacun prenne ses responsabilités, et si on génère un déchet, il faut simplement le ramener en bas, quoi. Moi, ça ne me pose pas de problème que les gens aient envie d'aller faire l'Everest. C'est légitime. Que les gens montent avec de l'oxygène comme moi, c'est aussi légitime. Il y en a des puristes qui le font sans oxygène par des voies extrêmement dures. Bravo, chacun doit pouvoir accéder à la haute montagne et à l'himalayisme s'il le souhaite, dans des conditions de sécurité et d'organisation et de protection de l'environnement qui doivent être cadrées et les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction à avoir, d'autant plus que l'Everest pour le Népal, c'est une grosse source de revenus. Et on ne peut pas priver ce pays très pauvre de ses revenus très importants. La vue sur le Tibet est fascinante. Faire l'Everest en one shot et avoir donné du sens à cette expédition de 2010, c'est très bien.
Alors, dans la série Continuons à donner du sens à ce qu'on fait, dans mon travail des travaux sur corde, on a établi qu'en fait on était un métier qui était extrêmement décarboné. Quand on compare une solution de travaux à l'échafaudage ou à la nacelle ou à la corde, j'ai modélisé un petit calculateur comparateur carbone, et donc ce métier de la corde est extrêmement décarboné par rapport à une installation, à des travaux classiques. Donc ça, je donne du sens aussi dans mon travail au quotidien et à mes équipes. Ça nous permet de marketer aussi ça auprès de nos clients, c'est important. Et donc, la poursuite de ces engagements environnementaux, c'était de se dire qu'il y a d'autres sommets de plus de 8000 qui souffrent d'une pollution. Il y a le K2 aussi au Pakistan qui est extrêmement souillé de cordes, de bidons, etc. C'est assez ça. Et donc, c'est de monter un projet sur plusieurs années qui s'appelle Himalayan Cleanup. Et donc la vocation de ce projet, Himalayan Cleanup, qu'on peut retrouver sur le web, c'est de porter tous les 2 ans un projet de nettoyage et d'humanitaire sur un sommet de la chaîne himalayenne qui pourrait se trouver ou au Népal ou à un accès direct par le Pakistan, puisque c'est les 2 pays sur lesquels les 14 sommets de plus de 8000 se situent. Et donc c'est de monter à chaque fois une expédition sur l'un de ces sommets. Donc effectivement ça devait être le Makalu en 2020, qui n'a pas pu avoir lieu pour les raisons de la crise sanitaire que tout le monde connaît bien évidemment, puisque tous les avions ont été cloués au sol. Et donc dès le fin février, j'avais compris que mon projet était out complet. Et donc l'idée, évidemment, si les conditions sanitaires sont là, c'est de repartir en 2021 sur ce projet du Makalu et de décaler de 2 années, au lieu de partir en 2022 sur les Annapurna, en partir en 2023, etc. etc. Donc c'est un projet sur la dizaine d'années, la quinzaine d'années qui se profilent devant moi pour aller nettoyer ces hauts sommets de la planète qui sont malgré tout eux aussi très souillés. Je ne sais pas si c'est une éducation, c'est simplement du bon sens. Enfin, moi je suis un amoureux de la nature, à l'état pur, et aujourd'hui on voit plein de masques dans la nature, c'est juste abject. On voit plein de reportages sur des animaux qui ont avalé du plastique ou qui sont empêtrés dans des filets de pêche, ou des tortues qui ont des pailles en plastique dans le nez. Et je supporte pas, effectivement, c'est viscéral, je supporte pas de voir un déchet dans la nature ou sur la route. On a créé Made in Bio, on a commencé à travailler sur le projet ici, dans ces bureaux. J'ai une expérience de marketeur, de transformation digitale, donc ça je le savais très bien. En revanche, la partie textile, je ne la connaissais pas. Dans le télécom, on ne fait pas de textile. Ici, dans ce building, nous avons une société sur laquelle je me suis appuyé qui fait du textile pour les entreprises. Et en fait, je me suis aperçu très rapidement qu'aujourd'hui, le textile pour entreprise étaient tout à fait des produits qu'on pouvait vendre en boutique. L'avantage, c'est qu'en fait, une grande partie des articles proposés étaient en coton biologique. Et donc en fait est venue cette idée en fait de prendre des produits existants mais de les mettre à disposition du grand public. Puisque le coton biologique et tout ce qui est produit recyclé est assez rare, et encore même rare aujourd'hui en 2020 et en 2021. En avril 2018, nous décidons en fait de vraiment lancer le projet, de créer un site web, donc madeinbio.fr, et de se lancer vraiment complètement dans cette aventure. En juin 2018, le site de madeinbio.fr devient marchand, il est à disposition et on commence en fait toute la partie de développement de la stratégie commerciale. Et en décembre 2018, ça commence, on voit vraiment beaucoup de volume de vente et on continue en même temps à sourcer pour encore plus proposer de produits et d'articles dans notre catalogue produit. Décembre 2018,
on lance la société et là on développe aujourd'hui toute la société. Aujourd'hui on a 17 000 références, on est sur 14 marketplaces en plus du site web et on va encore continuer à se développer. L'industrie du textile et du luxe a vraiment pris pendant le confinement de plein fouet la crise du Covid. Depuis la fin du confinement, aujourd'hui, on est sur une progression entre 80 et 90% de plus par rapport au même mois de l'année précédente. Et cet été, par exemple, pour les soldes, on a même fait 172% de plus que les soldes de l'année dernière à la même période. On propose d'autres produits autres que le textile. Nous avons par exemple des parapluies qui sont en bambou, donc le bambou est naturellement éco-responsable, et en PET recyclé par exemple. Nous avons les sneakers que je porte au pied, donc qui sont du pneu recyclé. Si vous voulez regarder, les pneus recyclés donc, que l'industrie reprend. Et le haut, c'est des chutes récupérées dans les tanneries, donc de cuir. Donc là, on n'est pas sur un produit biologique, on est sur un produit recyclé. C'est pour ça que je parle de plus en plus de produits éco-responsables, ce qui englobe en fait le textile biologique, mais aussi les produits qui sont à partir de matières recyclées comme le plastique, le cuir et tout autre produit qui puisse être aussi recyclé, comme aujourd'hui on parle beaucoup de coton recyclé. On sait très bien qu'aujourd'hui on a un gros problème sur la planète qui est l'utilisation de l'eau, le réchauffement de la planète, donc l'augmentation de l'eau, et qu'aujourd'hui l'empreinte d'eau moyenne de la fabrication de coton est de 10 000 litres par kilogramme. Donc c'est 10 000 fois le poids en fait, d'un produit qui va sortir, l'utilisation de l'eau. Ça signifie qu'un t-shirt de 250 grammes, qui est quand même un t-shirt assez épais, requiert environ 2500 litres d'eau pour un t-shirt de 250 grammes. Et pour un jean de 800 grammes, c'est 8000 litres. Dans cette industrie textile conventionnelle, en fait, il n'y a aucune norme d'utilisation ou de restriction ou de limitation d'utilisation de l'eau. Or, dans l'industrie textile biologique, aujourd'hui, les normes de type GOTS ou OCS, sur lesquelles on pourra revenir par la suite, en fait, obligent les industries textiles à réduire en fait, leur consommation d'eau. Et le coton biologique, de toute façon, nécessite beaucoup moins d'eau. Et toute la production du textile biologique, en fait, va du champ de culture jusqu'à la sortie de l'usine. Donc, même les teintures sont biologiques aujourd'hui. De toute façon, même dans les tatouages, aujourd'hui, vous trouvez de l'encre biologique, donc ce qui est très bien pour ceux qui veulent se faire tatouer, par exemple. Là, je parle du produit même, c'est-à-dire, en fait, pas l'impact sur l'individu ou sur la planète, mais je ne sais pas si c'est biologique ou pas, votre sweatshirt, mais je peux vous montrer la différence, en fait, de douceur à porter. C'est beaucoup plus agréable. C'est-à-dire, en fait, pour un sweatshirt que vous achetez chez nous à peu près à 50 €, d'accord, vous allez retrouver exactement cette qualité de produit, mais sur un produit qui va être beaucoup plus cher, qui va tendre vers les 150 ou les 200 €, puisqu'on va être tombé sur des marques de luxe. Donc c'est ça la différence entre le coton biologique et le coton conventionnel, c'est que d'une part, la responsabilité en fait, du bien-être de l'individu et de la planète, il y a un confort de portée du vêtement qui est inégalé pour un prix qui est tout à fait raisonnable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la culture du coton biologique et dans la confection du textile biologique, tous les fils sont lavés et colorés avant confection. Ce qui veut dire, c'est que votre t-shirt ne bouge pas quand vous le lavez et la couleur ne bouge pas. C'est comme les coutures, elles ne se vrillent pas. D'accord. Il y a une marque célèbre qui représente un crocodile sans la citer, qui utilise cette façon de confection et qui sont sur des produits tout à fait durables. Donc en fait, nous sommes dans une consommation qui est durable et responsable, puisque vu que votre t-shirt ou votre sweatshirt ne bouge pas et la couleur ne s'estompe pas au bout de 5 lavages, ça veut dire que aussi vous allez pouvoir garder votre sweatshirt beaucoup plus longtemps dans votre garde-robe sans non plus qu'il tombe au fond de votre garde-robe sans le mettre. Il y a une question qui est très importante,
qui est en fait le travail responsable, puisqu'on essaye de dérouler cette éco-responsabilité et de créer un écosystème le plus large possible et jusque là où on peut aller aujourd'hui. Effectivement, on a parlé des certifications, des différents modes de production textile et la différence entre le textile conventionnel et le textile biologique. Il y a un point qui est très important, c'est le travail humain. Et dans le coton biologique, dans l'industrie du coton biologique, outre les certifications de coton biologique, il y a aussi des certifications qui sont en parallèle de ces certifications biologiques, qui sont des certifications de travail responsable. Nous avons Fairwear, qui est une certification, l'une des certifications, bien sûr, il y en a plusieurs, mais qui en fait garantissent un salaire minimum, qui garantissent un nombre d'heures maximum travaillées par jour, avec le nombre de jours de repos aussi dans la semaine, et bien sûr de ne pas faire travailler les enfants à partir en dessous d'un certain âge. Donc c'est très important puisque il y a eu des scandales ces dernières années, sans les citer, sans citer les marques, mais effectivement c'est outrageux de savoir qu'il y a des enfants qui travaillent à partir de 8 ans ou peut-être même en dessous et qui travaillent 7 jours sur 7 pour moins d'$1 par jour. Donc c'est pour ça que l'éco-responsabilité, c'est pas uniquement un produit, mais c'est toute une chaîne et c'est tout un écosystème qui est autour de ça et que nous devons créer et que nous essayons de développer au maximum ici. Par rapport à l'éthique dans le textile des grandes marques par rapport à des petites marques qui sommes en train de naître comme la nôtre chez Made in Bio, c'est qu'en fait ces grandes marques de textile aujourd'hui, il y a eu une perte de prise de conscience, c'est-à-dire dans les 30 dernières années, où les marques, les industries, parce que c'était certainement la course à la rentabilité, c'était les cours de bourse qui étaient le plus important plutôt que le bien de la planète et le bien de l'individu sur la planète. Ça a été effectivement, toutes les grandes marques se sont plongées dans un système économique qui était complètement non responsable. Aujourd'hui, on voit des grandes marques de textile ou d'habillement, même je parle des chaussures, qui sont en train de prendre conscience. Et là, je ne vais pas parler forcément des marques de fast fashion, mais plutôt des grandes marques très connues, qui sont certainement un peu plus chères que la marque de fast fashion, sachant que de toute façon, la fast fashion, ces marques-là qui sont complètement les moins éthiques sur le marché. Aujourd'hui, ils essayent de faire des collections capsules pour en fait tester un petit peu l'appétence de leurs consommateurs. Ce qu'on appelle une collection capsule, en fait, c'est de sortir un t-shirt en 3 couleurs qui sont très classiques. C'est gréchiné, blanc et bleu marine, peut-être un peu noir, ça fera une 4e couleur. Mais elles sont très timides aujourd'hui à faire cette transformation. Une transformation, de toute façon, ça dure très longtemps sur des grosses entreprises. Dans la fast fashion, on a affaire à des mastodontes de l'industrie du textile et que toute transformation dans ce type d'industrie se fait entre 5 et 10 ans au minimum. Maintenant, il y a les grandes marques, des marques avec un peu plus de renommée, je vais dire, qui aujourd'hui commencent et de plus en plus à faire des produits éco-responsables, que ce soit certaines chaussures ou des marques de vêtements qui en fait essayent de diminuer en fait l'empreinte carbone, de travailler beaucoup plus sur des matières à base de produits recyclés plutôt qu'à base de produits naturels. Aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes recherchent des produits de plus en plus véganes, d'accord ? Donc le coton est naturellement vegan. Donc vegan, c'est la matière, c'est d'utiliser des matières animales comme par exemple le cuir, c'est pas vegan, mais c'est de proposer de plus en plus de produits en fait à base de matières naturelles mais non animales. Les grandes marques, on sent une transformation, on sent vraiment qu'ils se lancent, mais de façon timide, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent non plus leur marché actuel, parce que il ne faut pas leur demander non plus dans cette transformation d'abandonner complètement leur catalogue produit où ils ont mis des années à les développer, pour en fait arriver à un catalogue produit complètement éco-responsable. Heureusement, comme ça, nous, on a le temps de se développer.
On voit très bien qu'il y a un engouement, et que toutes les entreprises, ou la plupart des entreprises, mais je pense que c'est celles qui sont visionnaires, qui sont en train de se transformer. Maintenant, ce sont des grosses entreprises, et une transformation d'une grosse entreprise, c'est entre 5 et 10 ans. Donc ça laisse effectivement le temps aux petites entreprises comme nous, qui avons quand même certaines aspirations à se développer et devenir beaucoup plus gros, à aider à cette transformation et à aller chercher en fait la demande, et de mettre les offres en face de la demande, qui de toute façon la demande elle est là aujourd'hui. Donc c'est pas un problème de demande. Je pense que la prise de conscience au moins en France, des consommateurs est là. Il faut juste en fait lui mettre le produit en face des yeux quand il est en train de faire du e-shopping. On travaille avec deux types de certifications. Nous avons les certifications qui sont propres au textile et les certifications qui sont propres en fait au travail responsable. Les certifications avec lesquelles nous travaillons, ce sont Ecotex, qui est certainement la plus connue. Nous avons OCS aussi, qui sont des certifications. La plus connue, c'est GOTS aussi, qui est une certification allemande. Comment faire prendre conscience aux gens de la situation ? Si chaque individu contribue à sa consommation quotidiennement et de faire attention à être responsable dans sa consommation, d'avoir une consommation responsable, l'empreinte carbone se réduira naturellement sur la planète. D'accord ? Aujourd'hui, on a un excès en fait, mais il n'est pas énorme, parce que là, on sait très bien que la planète est capable d'absorber une certaine masse de polluantes, d'accord, naturellement. Aujourd'hui, on a dépassé les normes. C'est pour ça que il y a des organisations comme la COP et ainsi de suite, 21, 22 et les prochaines. Mais je pense que c'est bien que les États créent et les gouvernements créent des organisations nationales et internationales pour ce genre de choses. Mais si chaque personne a une consommation responsable, ça veut dire pas forcément s'habiller ou manger 100% bio. On n'est pas dans l'altermondialisme. C'est d'avoir au maximum et d'optimiser sa consommation responsable par rapport à une consommation quotidienne. Et dans ces cas-là, l'empreinte carbone, elle se réduira naturellement. Donc ça passe, je pense pour moi, plus par la responsabilité individuelle que de compter sur les États et les différentes organisations nationales et internationales pour réduire cette empreinte carbone. Soyons responsables. Nous rêvons tous d'un monde meilleur. Un monde dans lequel nos forêts seraient protégées. Un monde dans lequel les océans ne seraient pas envahis de plastique. Un monde dans lequel on n'abandonnerait pas ceux qui nous aiment tant. Un monde dans lequel chacun aurait accès à l'eau potable. Ce monde est possible. Il commence en remplaçant votre moteur de recherche par YouCare. Le principe de YouCare est simple. Vous choisissez votre bonne action, vous faites vos recherches pour faire progresser votre compteur de bonnes actions. YouCare utilise ses revenus publicitaires pour réaliser vos bonnes actions. Des recherches, nous en faisons tous les jours. Alors imaginez, si nous utilisions tous YouCare, nous pourrions changer ce monde. Rejoignez le mouvement. Faites vos recherches avec YouCare. Je m'appelle Thomas Moreau, j'ai 28 ans. À la base, j'étais développeur en freelance, donc c'est-à-dire que je faisais des missions pour des entreprises. Un jour, j'ai rencontré Charles, mon associé aujourd'hui sur YouCare. On a créé ensemble une agence de communication qu'on a revendue quelques années après. Et on a toujours voulu, en fait, avec Charles, créer un projet qui serait innovant, qui serait une start-up où il y aurait un vrai défi technologique et qui en plus nous permette de faire quelque chose de bien, d'avoir un projet de fond qui permette d'améliorer le monde. Et donc on a fait beaucoup de recherches comme ça, et on s'est dit en fait ce qu'on utilise tous les jours sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, c'est un moteur de recherche. C'est gratuit, et pourtant ça permet de générer du chiffre d'affaires grâce à tous les systèmes publicitaires, toutes les régies publicitaires qu'on va pouvoir intégrer dessus, et qui vont nous permettre donc, si on donne une part de ce chiffre d'affaires là à des associations, de générer des bonnes actions sans que personne derrière ne dépense le moindre centime.
Alors YouCare, c'est un moteur de recherche caritatif. L'idée, en fait, c'est de concurrencer directement des grands moteurs de recherche qui existent, comme Google. La différence avec YouCare, c'est qu'on va donner une partie de notre chiffre d'affaires à des associations. Donc, au tout départ, en fait, on a commencé YouCare avec une bonne action, qui était le fait de soutenir les animaux des refuges. On offrait un repas au bout de 45 recherches effectuées sur YouCare aux animaux des refuges. On a comme ça créé une grande communauté d'associations et de personnes qui voulaient aider les animaux. Et après, peu à peu, on a lancé d'autres bonnes actions pour tout simplement gagner des nouveaux utilisateurs et permettre aussi des utilisateurs de soutenir d'autres causes qui les touchaient. Donc aujourd'hui, on œuvre dans l'humanitaire, en forant des puits par exemple au Bénin. On va permettre de ramasser le plastique des océans avec des associations sur les côtes, que ce soit françaises ou dans les dom-toms ou en Australie par exemple. On va avoir des associations partenaires qui vont permettre de reforester la planète, on va financer des pépinières, etc. Et donc on a un grand nombre de causes qui sont comme ça disponibles sur YouCare et qui vont permettre à nos utilisateurs, en fonction de leur sensibilité, de choisir la cause qui leur est propre et même de changer quand ils le veulent. Pourquoi j'ai voulu faire YouCare? Ce n'est pas par rapport à mon éducation. Mes parents sont relativement respectueux du monde qui nous entoure, des animaux, etc. Mais il n'y a pas de vraie passion chez moi en termes d'écologie ou de maltraitance animale. Etc. Il y a vraiment deux points forts très importants dans YouCare. Il y a le défi technologique, et j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vouloir concurrencer Google, c'est un défi absolument énorme. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé à faire YouCare pour la partie techno, pourquoi on a fait un moteur de recherche et pourquoi on a fait un projet caritatif. C'est vraiment des convictions personnelles en fait, à force d'avoir vu que ce soit sur les réseaux sociaux ou vu des rapports ou des vidéos, des documentaires qui expliquaient, qui montraient comment le monde allait mal, que ce soit pour la partie humanitaire où tu vois dans des pays où il y a des millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable et qui sont obligés de boire avec une gamelle dans des flaques d'eau qui sont les mêmes flaques dans lesquelles les animaux font leurs besoins. Et il y a un taux de mortalité énorme pour les enfants dans ces pays-là. Ce sont des enfants qui ne vont pas pouvoir par exemple aller à l'école parce que tout simplement en fait les parents subviennent aux besoins de leur famille. Derrière, ce sont les enfants donc qui vont aller chercher l'eau et qui vont faire des dizaines de kilomètres tous les jours pour faire plusieurs allers-retours. Donc quand je voyais des choses comme ça en termes d'écologie, quand tu vois des vidéos avec le nombre de déchets plastiques qui sont dans l'océan, qui sont en train de flotter, le nombre d'animaux qui sont en train de périr pris dans des filets, quand tu vois le nombre d'animaux qu'il y a dans les refuges, le nombre d'abandons, tu te dis que, franchement, il faut faire quelque chose. Et du coup, quand tu as des compétences en termes de communication, étant donné qu'on avait une agence de communication avant et qu'on a appris beaucoup de choses dans ce domaine-là, quand tu as des compétences en termes de communication, en termes techniques, et une vraie volonté, une vraie sensibilité, mais qui est venue de par ton expérience un peu personnelle, ta propre vie, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un projet dans ce domaine-là. C'est pas un concept marketing, YouCare, et on veut vraiment le montrer à nos utilisateurs qu'on y croit à ce projet et que notre passion première, c'est justement de faire ces bonnes actions. Le moteur de recherche, c'est un outil pour permettre de les faire. Les différents combats de YouCare vont évoluer en fait avec l'application. Au tout départ, on a commencé sur les animaux des refuges. Ça a duré pendant 2 ans, mais c'est vraiment là où on a pu faire évoluer notre application, rendre mature tout le système, parce que c'est très complexe de faire un moteur de recherche. Et maintenant qu'on est arrivé à un certain degré de maturité, on a ajouté des bonnes actions, mais dans des grands groupes de causes. Il y a la cause animale, il va y avoir la cause écologique, il va y avoir la cause humanitaire, et il va y avoir toute la partie, entre guillemets, médicale. On va essayer de faire progresser la recherche pour guérir certaines maladies. Aujourd'hui, ce qui est disponible sur YouCare, et encore une fois, c'est une liste qui va évoluer dans les mois à venir, c'est le fait d'offrir des repas aux animaux des refuges, c'est le fait de pouvoir reforester la planète en finançant la plantation d'arbres et donc des pépinières. Il va y avoir le fait de retirer le plastique des océans. Il y a le fait d'offrir de l'eau potable aux populations défavorisées. À ce niveau-là, on va financer en fait le forage de puits dans des villages et donc mettre en place tout le système sanitaire qui va permettre d'extraire l'eau et d'avoir une eau potable et viable pour ces populations. Il va y avoir aussi la recherche médicale contre le cancer. Aujourd'hui, c'est particulièrement contre le cancer du sein pour la femme, qui est un cancer qui touche énormément de femmes malheureusement. Voilà, ça c'est pour les causes qui sont disponibles aujourd'hui. À l'avenir, donc dès le mois prochain, il va y avoir une autre cause qui va être le fait de pouvoir reforester les océans. En fait, on va financer des pépinières cette fois de coraux. Et une fois que les coraux sont arrivés à maturité dans la pépinière, on va les transplanter vers des rochers, vers leur habitat naturel, qui va être la grande barrière de corail ou différentes barrières de coraux dans le monde. Sur YouCare, on peut changer de bonne action à tout moment, à partir du moment où tu crées un compte. On te dit, dès que tu veux changer de bonne action, crée ton compte. Comme ça va permettre d'enregistrer cette information. Et comme ça, si un jour tu changes d'appareil ou quoi que ce soit, on va pouvoir synchroniser ces informations et te permettre de les récupérer. Donc tu peux changer absolument quand tu veux. Tu peux avoir 2 bonnes actions en parallèle si tu as 2 appareils. Tu peux très bien effectivement choisir
d'offrir des repas aux animaux des refuges sur ton téléphone et de reforester la planète sur ton ordinateur. À ce niveau-là, ça pose absolument aucun souci. Maintenant, vraiment la bonne action qui est le plus utilisée, la plus choisie sur YouCare, c'est le fait d'offrir des repas aux animaux des refuges. Pourquoi c'est aussi la plus choisie? C'est parce qu'on a commencé par cette bonne action-là, et c'est là où on a aujourd'hui la plus grosse communauté, où il y a le plus de communication, où il y a le plus de personnes qui sont en train de faire cette bonne action et qui, au bouche à oreille, vont en parler à d'autres personnes. Donc c'est aussi pour ça que c'est l'action, je pense, la plus représentée. En termes environnementaux, pour l'instant, il y a 2 bonnes actions qui vont être sur la partie écologique environnementale. Il y a le fait de reforester la planète et de planter des arbres. Donc là, au bout de 45 recherches, on va planter un arbre. Au niveau du ramassage des déchets, donc on a le fait de ramasser les déchets de l'océan. À ce niveau-là, ça va être surtout des déchets plastiques. Ça va être une recherche égale 5 grammes de déchets ramassés. Alors quand on a créé YouCare, on a imaginé ce nom déjà en ne faisant pas un nom, par exemple, qui parlait des animaux, malgré le fait qu'au début, on a lancé uniquement le moteur de recherche sur le fait de soutenir la cause animalière. Et on a aussi voulu chercher un nom qui ne parlait pas que d'un moteur de recherche qui ne soit pas trop localisé sur le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est l'outil principal de YouCare, c'est le premier qu'on a créé. Maintenant, le but général de YouCare est d'améliorer ce monde et de mettre à disposition de nos utilisateurs, de nos futurs clients, de toutes les personnes qui voudraient faire des bonnes actions, des outils, des solutions faciles pour faire des bonnes actions. Donc il y a le premier outil que tout le monde peut utiliser étant donné qu'il est gratuit, c'est le moteur de recherche. À terme, on va avoir les produits YouCare qui vont arriver, même d'ici quelques mois, et qui vont permettre eux aussi de financer des bonnes actions. Chaque produit en fait permettra de financer une bonne action en fonction de la typologie du produit. Par exemple, tu vas pouvoir acheter un collier et une laisse pour chien, et ces produits-là vont offrir chacun 50 repas aux animaux des refuges. Tu vas pouvoir acheter un masque réutilisable, là on est en période de Covid, tu vas pouvoir acheter un masque réutilisable pour YouCare. Ce masque-là va permettre d'un côté de diminuer le nombre de déchets, étant donné que ça va être un masque réutilisable de bonne qualité qui va être lavable quasiment une centaine de fois. Mais en plus, on va financer le fait de retirer le plastique des océans quand quelqu'un achète ce masque. Et donc voilà, chaque objet qui vont être disponibles de la marque YouCare et qui seront vendus sur le site e-commerce, la boutique YouCare ou en magasin, vont permettre de financer toujours plus de bonnes actions, tout en étant à un prix raisonnable, tout en étant fait le plus localement possible. Si on peut faire des produits en Made in France ou en Made in Europe, on va les faire. On ne va pas essayer d'économiser en les faisant en Inde ou en Chine. Si on peut éviter au maximum l'usage de plastique, par exemple sur les colliers, il y a 0 usage de cuir, ça va être des colliers vegan. Il n'y a aucun usage de plastique, c'est uniquement des pièces en métal sur des tissus qui sont en coton. Donc voilà, on va essayer de faire des produits le mieux conçus possible et qui permettent en plus de financer des bonnes actions. En fait, dès qu'on a une bonne action qu'on peut vraiment diviser jusqu'à la recherche, par exemple un repas offert aux animaux des refuges, c'est 45 recherches. Il va falloir quand même, en gros ça va coûter à peu près 10 centimes d'euros d'offrir un repas aux animaux des refuges. Donc il faut atteindre les 45 recherches. Sur l'eau par exemple, c'est une recherche égale 7 litres d'eau. Donc c'est assez rapide en fait. Nous on va financer un puits, mais un puits va permettre de débiter des millions de litres d'eau dans sa vie, et donc on arrive à diviser et connaître le prix du litre d'eau potable, et donc en une seule recherche tu vas offrir 7 litres d'eau potable à des populations défavorisées, ce qui est assez énorme. C'est une fierté de voir tous les messages, on reçoit 100-200 messages par jour sur les réseaux sociaux, par mail, etc., d'encouragement de la communauté, donc c'est une fierté d'avoir une si belle communauté derrière qui nous encourage à continuer, ça te donne une force énorme. Il n'y a pas une action dont je suis le plus fier. Je suis vraiment une personne sensible à un peu toutes les causes qu'on défend. Je vais autant avoir une larme à l'œil quand je vois un reportage sur les animaux des refuges, où je vois un animal abandonné, maltraité, qui enfin trouve une famille, etc. Je vais autant être dégoûté quand je vois d'énormes quantités de plastique dans l'océan et avoir envie de me bouger pour qu'on trouve des solutions le plus rapidement possible pour faire en sorte que ça cesse. Donc les causes humanitaires te touchent particulièrement parce que ça va encore plus loin. Là, tu t'aides directement vraiment des humains. Quand tu te dis qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui nous paraît en fait impossible, inconcevable en fait dans notre monde, dans un pays avancé économiquement comme la France. Mais il faut se dire que ces enfants, clairement et littéralement, puisent avec des gobelets en plastique dans l'eau où le bétail ont fait leur déjection 1 heure avant. C'est clairement ça, et ça nous paraîtrait inconcevable. Donc quand je vois une photo d'un village avec le panneau Merci YouCare montrant le puits qu'on a permis de financer, et d'un coup ils pompent et ils ont une eau potable, c'est une fierté énorme. Tu te dis que tu viens de changer la vie de centaines de personnes dans ce village, et même dans les villages alentours qui vont venir du coup dans ce village puiser l'eau. C'est quelque chose de magique. Une des questions que les utilisateurs nous demandent souvent
est ok, mais est-ce que du coup c'est vraiment écologique d'avoir un moteur de recherche comme vous? Parce que si c'est pour faire des bonnes actions, mais de polluer encore plus derrière sur la consommation électrique, sur les serveurs qui demandent énormément d'électricité, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? À ce niveau-là, avec YouCare, en fait, on compense 100% de nos émissions carbone. Donc ça va être et côté serveur, et les déplacements qu'on fait l'équipe pour aller au bureau, et l'électricité qu'on va consommer au bureau. Donc à ce niveau-là, en fait, on a un site internet spécialisé qui va nous permettre de calculer en fait nos émissions carbone, et derrière on va financer un programme de reforestation. Donc c'est exactement la même chose que les arbres qu'on plante au quotidien avec la bonne action avec YouCare. On va tout simplement en fait planter encore plus d'arbres qu'on va financer avec l'argent de YouCare dans le but de compenser tout l'impact carbone du projet. Donc ça c'est une partie importante qui permet comme ça en tant qu'utilisateur, quand tu utilises YouCare, en plus de faire ta bonne action, l'impact carbone d'utiliser une méthode de recherche est complètement compensé et donc va faire en sorte que le projet soit le plus positif possible. Il y a deux parties en plus qui sont aussi importantes dans YouCare. Il y a la partie de l'usage en fait de l'argent. Enfin, en tant qu'utilisateur, comment, parce que j'utilise un moteur de recherche gratuitement, vraiment on arrive à générer de l'argent? Est-ce qu'on vend les données des utilisateurs, etc. Donc à ce niveau-là, non, justement. Et contrairement à notre grand frère américain, par exemple, on va enregistrer aucune information sur nos utilisateurs. Le but est de protéger la vie privée de nos utilisateurs. Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec YouCare? C'est grâce à ce qu'on appelle les liens sponsorisés. Par exemple, tu vas faire une recherche hôtel à Paris, et Booking ou d'autres entreprises qui ont des catalogues d'hôtels vont payer pour se mettre en premier. Et donc, c'est les 2-3 annonces que tu vas voir en haut des résultats où il y a marqué annonce. On n'enregistre pas les informations, on n'a même pas besoin d'essayer de les vendre pour gagner plus d'argent ou quoi. Tout simplement parce que juste les entreprises veulent être en premier sur un mot-clé. Si tu tapes iPhone, par exemple, la Fnac va vouloir se positionner en premier, etc. etc. Et c'est comme ça donc on va financer les bonnes actions tout en protégeant la vie privée de nos utilisateurs. Aujourd'hui, on est par exemple à 10 000 et quelques arbres plantés grâce à la communauté de YouCare. Sauf que si tu regardes les certificats de dons, on va aussi tous les trimestres planter plusieurs centaines d'arbres encore en plus de ça pour compenser notre impact carbone. En fait, on va calculer tout simplement, donc ça, on va partir d'études qui ont été réalisées par des scientifiques, combien en moyenne un arbre va être capable d'absorber de carbone par année. On va prendre la durée de vie moyenne d'un arbre qui va être quelques dizaines d'années, et on va savoir que voilà, quand on plante un arbre, dans les 30 ans à venir, il y a à peu près tant de kilos de CO2 qui vont être absorbés, et donc on sait que par rapport à nos émissions, il va falloir planter tant d'arbres ce mois-ci pour les compenser. Alors grâce à l'association YouCare, en plus du moteur de recherche, on va permettre à des bénévoles, des personnes de nous accompagner sur des événements. On a déjà fait énormément d'événements autour de la cause animale, et on a commencé de nouveaux événements, ça va être des opérations de dépollution, où là du coup on va aller dans les rues, ramasser tous les déchets qu'on trouve sur notre route et derrière les trier, et on va aussi, grâce à des aimants très puissants et des grappins, dépolluer le fond d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve, etc. Et donc c'est sur cet événement-là qu'on va aller du coup prochainement ensemble. Alors le but de cette journée, en premier lieu, ça va être de faire une opération de dépollution. Donc on a des aimants très puissants qui vont nous permettre de ramener tout ce qui a été lancé de métallique dans le cours d'eau. Demain, ça sera dans un fleuve, dans la Seine, etc., dans les grandes villes. On commence à organiser un maximum d'événements autour des différentes causes qu'on soutient. Donc on a des événements autour de la cause animale, et aujourd'hui on a un événement autour de la dépollution. Donc voilà, c'est la première fois qu'on organise cet événement. On a entendu parler de la pêche à l'aimant dans différentes vidéos qu'on a vues sur internet, dans le journal, etc. Et on voulait nous aussi, avec YouCare, investir dans du matériel et permettre à nos bénévoles d'agir ici localement. Ce qu'il y a, c'est que les aimants, ils ont à peu près un diamètre de 30-40 cm autour d'eux, mais pas beaucoup plus. Donc tu pourrais très bien passer à 30-40 cm d'un vélo et tu vas pas le choper. Et du coup, il faut vraiment le lancer beaucoup de fois pour réussir à avoir des gros objets. En fait, les quais, je savais qu'ils étaient facilement accessibles, je savais qu'il y a beaucoup de monde le soir, et donc je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui lançaient des choses dans l'eau. Donc voilà, c'était surtout pour ces raisons-là. Un endroit vraiment fréquenté par pas mal de monde le soir, où les gens ils ont bu, ils sont pas hyper respectueux. Alors aujourd'hui, vraiment, les plus petits objets, c'est ce que vous allez ramasser le plus, ce sont les capsules de bière, de bouteilles en verre. Donc ça, on doit en avoir à peu près un millier, on a 2 sacs pleins de capsules, donc ça, les gens jettent ça alors que, donc on va vous le montrer tout à l'heure, il y a des poubelles juste derrière, donc c'est assez choquant. Maintenant, on a aussi ramené une trottinette, on a réussi à lever aussi une chaise, des barres de fer, des clés, des cadenas, etc. En fonction des endroits, on va pouvoir aussi trouver beaucoup de vélos, des caddies, tout ce qui est en libre partage, donc trottinette électrique, etc. Ça va dépendre des zones. Voilà, donc on a quand même du rasoir, Toujours on a les poubelles juste derrière.
donc les gens balancent ça au fond de l'eau. Dans les vidéos, on peut voir qu'on peut ramener des coffres-forts, il va y avoir des choses illégales, il va y avoir des armes à feu, il va y avoir des obus, mais donc là on tombe dans des objets dangereux, c'est pas forcément ça qu'il faut essayer de remonter. Après il faut appeler la police ou des démineurs, etc. Donc le mieux, si on peut ramener que des vélos, des trottinettes, des caddies, c'est très bien et ça effectue l'opération de dépollution pour laquelle on s'est lancé. Bravo Johan. Ouais, bravo. Voilà ce que les gens jettent. On a notre premier couteau. Oh, complètement rouillé, inenlevable. Chargeur. Et après bon bah les capsules, alors ça on va en avoir 1000. Ok, là on a un truc. Donc je sais pas ce que j'ai. Ah, on a notre première trottinette. Voilà, on vient de retrouver donc une trottinette. Théoriquement, il y en a plein des comme ça, c'est que juste il faut réussir à les avoir. Alors vraiment, la mission générale de YouCare va être d'améliorer le monde qui nous entoure, c'est-à-dire d'assurer aux futures générations un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc l'initiative d'aujourd'hui, c'est de la dépollution. Si on continue à lancer des vélos, des trottinettes, des capsules de bière, etc. tous les jours, on va arriver à un tel niveau de pollution qu'il n'y aura plus aucun organisme vivant qui pourra vivre dans nos cours d'eau et demain dans la mer, etc. Donc vraiment le but, c'est ça, c'est de retirer les déchets que les gens ont pu lancer et aussi de sensibiliser. Il y a des centaines de personnes qui nous voient tout autour, qui s'arrêtent, qui regardent, qui demandent ce qu'on fait. Et donc on va leur montrer que ceux qui balancent, derrière il y en a en fait qui font un travail pour ramasser les déchets qu'ils ont lancés et d'essayer de faire changer les mentalités à ce niveau-là, c'est très important. Et de communiquer comme ça au niveau des réseaux sociaux pour montrer que voilà, il y a des bénévoles qui se démènent pour essayer d'améliorer les choses. Donc il faut sensibiliser autour de nous pour arrêter de faire n'importe quoi avec notre planète. Alors le monsieur habite le quartier et donc il me dit qu'il sait où les gens lancent des choses. Donc on va aller voir et on va l'essayer avec tous les aimants d'aller récupérer ça. Donc au niveau du matériel, vous allez avoir des aimants très peu puissants et pour une trentaine d'euros sur Amazon, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Maintenant, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. Il y a des sites spécialisés comme la Maison de la Détection par exemple, où il y a des aimants. Nous, on en a en fait des aimants qui s'appellent les aimants 360, donc qui vont avoir une force aimantée vraiment tout autour de l'aimant et qui vont permettre de ramener une charge beaucoup plus élevée. On a des aimants de 1000 kg. Vraiment, c'est ça que je vous conseille. Investissez dans un bon aimant directement. Ça vous permettra de ramener vraiment des gros objets. Parce que si vous en prenez un pas cher, vous allez voir que vous allez quasiment rien remonter et c'est un peu dommage quoi. Alors au niveau du cadre légal pour organiser ce genre d'événement, il y a déjà des départements où ça va être interdit parce qu'il y a des dangers, par exemple une zone où il y a eu des guerres précédemment, où on va facilement retrouver des obus, des grenades, etc. Donc il y a certains dangers à pratiquer cette activité. Dans Paris, c'est un petit peu plus simple, il y a déjà des gens qui sont forcément passés avant nous, donc il y a moins de chances de tomber sur des choses dangereuses, même si bien sûr ça peut arriver. Il y a vraiment un gros truc à cet endroit-là. Je l'ai attrapé direct. J'espère qu'on va réussir à le remonter. Là. Ça, bien ou pas?
Ah, ça s'est décroché. Il doit pas être bien loin. C'est bon, je l'ai revu. Je peux voir. Je sais pas. Ah, c'est lourd. Hein. Ah, c'est un vélo. Oh, c'est bon, c'est là. Attends, reprends le mieux au niveau de la roue. C'est un vélo. Je suis pas sûr qu'il va venir. Ah si, je suis sur le cadre. Ah non! Ça va aller ça? Ah, c'est bon. Attends, j'essaie. Vas-y, tu veux? Ramène-le un peu, j'essaie de le remonter. C'est bon. On en a eu un. Bon bah trop bien. Au moins on a réussi à remonter tout ça aujourd'hui avec les quelques bénévoles, donc c'est cool. Il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Donc c'est tout ce gâchis aussi, c'est qu'en plus de polluer, on gâche de la matière. On a des vélos exploitables qui ont été payés par la collectivité, par des entreprises, etc., des trottinettes électriques, et on va gâcher les batteries, les composants électriques, le métal pour jeter ça au fond de l'eau. Donc le but c'est de sensibiliser, de communiquer au niveau des réseaux sociaux, de montrer aux gens qui passent autour ce qu'on arrive à remonter, pour leur montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que notre planète n'est pas une poubelle.